Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes pour partager en direct ou en replay sur un thème que je brûlais d'aborder depuis longtemps, la question du temps, du facteur temps dans nos envies de changement professionnel. Alors, suite à la mise, j'ai reçu pas mal de messages de participants fidèles à mes webinaires qui m'ont dit le plaisir qu'ils avaient à aborder ce thème-là aujourd'hui. Alors, je vous salue naturellement et puis c'est aussi pour vous qui revenez à chacune de ces webconférences que je suis obligée de me réinventer et de vous proposer eh bien, de nouveaux angles d'attaque comme aujourd'hui et puis de nouveaux outils. Alors, vous êtes déjà extrêmement nombreux à être connectés et ça grimpe. Je vous propose de nous dire dans le chat d'où vous nous écoutez ce matin. Moi, je suis installée à Bordeaux. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlotte Pastureau. J'accompagne des personnes en transition professionnelle depuis 2015 et j'ai créé la Banana Méthode il y a quelques années, qui est une méthode en fait qui mêle du coaching individuel sur mesure et profond, mais également avec des séances en groupe, en collectif. Voilà, donc on vit un petit parcours qui dure 4 mois environ, avec une promo d'en moyenne 8 personnes. Et pendant ces 4 mois, on va enchaîner comme ça, coaching individuel et puis séances de groupe. Aujourd'hui, ces séances de groupe, elles ont lieu un peu un bilan de compétences génétiquement modifié, un peu boosté. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut le payer avec son compte personnel de formation, son CPF. Bref, vous n'êtes pas connecté ce matin pour connaître ma vie et mon œuvre, et pour les plus curieux, eh bien, j'ai un profil LinkedIn. Le format webinaire, il est chouette parce qu'il nous permet d'être plusieurs centaines connectés ce matin, mais il ne me permet pas d'avoir le niveau d'interaction que j'apprécie le plus. Alors vraiment, je vous invite à utiliser le chat, à commenter, poser des questions, réagir sur ce fil de discussion. Et Camille, notre super modératrice ce matin, salut Camille, eh bien, elle m'aidera à sélectionner vos questions pour que j'y réponde en particulier dans les 10 dernières minutes de ce webinaire. Camille, elle va aussi poster régulièrement eh bien, des liens utiles dont je parlerai à l'oral, et comme ça, vous pourrez trouver pas mal de ressources au fil de ce webinaire. Encore merci Camille, et puis revenons à ce qui nous réunit ce matin. Je regarde juste. Bon, on a toute la France, aujourd'hui, c'est génial. 1 heure du sud de tout le monde. Allez, on démarre, on a énormément de choses à voir ensemble ce matin. Le thème que je vous ai proposé, changer de travail avant qu'il ne soit trop tard. De quoi on parle exactement? Eh bien, on parle de quelque chose qui est une réalité multiforme. Changement de travail, ça va de la mobilité interne à la reconversion professionnelle, évidemment, mais aussi en passant par le changement de statut, de salarié par exemple à freelance, ou le changement d'employeur. Donc ce matin, je préfère prévenir, nous n'allons pas parler que de reconversion professionnelle. C'est évidemment une forme de changement professionnel qui a tendance à faire passer toutes les autres formes à la trappe, parce qu'il y a un petit côté un peu changement spectaculaire. N'empêche que quand on parle de changement professionnel, il y a beaucoup d'autres choses qui se cachent derrière. On peut changer de travail sans avoir à se reconvertir. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais savoir à qui j'ai affaire. Je vais attendre encore quelques minutes que les autres se connectent et je finis un peu sur mon thème. Ok, moi je vais poser mon petit sondage dans 1 minute. Bon, j'ai choisi un titre un peu dramatique, changer de travail avant qu'il ne soit trop tard. J'ai fait le choix de ce sujet parce que je vois trop de personnes abîmées de n'avoir pas su partir à temps. La décision de rester, c'est plus souvent ça d'ailleurs, elle peut avoir des conséquences lourdes qui entravent après vos possibilités de rebondir derrière. En particulier, ce que j'observe, c'est que de ne pas partir à temps, eh bien, ça peut nuire à votre niveau de confiance. Vous perdez confiance en vous. Vous vous épuisez dans un poste que vous auriez dû quitter.
les relations au travail se dégradent et ça peut mener à une spirale comme ça négative dont on va parler un peu plus en détail tout à l'heure. C'est vraiment pour ça que je considère qu'il faut savoir partir au bon moment et que cette question du timing, du temps, elle est fondamentale. Alors, c'est bon. Les connexions ont encore grimpé. Je propose maintenant, pour savoir un peu à qui j'ai affaire ce matin, vous êtes très nombreux, si je résumais votre situation ce matin à 3 états possibles, c'est schématique volontairement. À gauche, hein, la main qui sort du champ, là, ça serait ceux qui se décrivent comme perdus, avec une envie de changer, mais sans savoir quoi faire. Au milieu, ceux qui sont en train, on va dire, de préciser leur projet. Ils ont commencé à y réfléchir, ça fait un moment, ils ont des pistes, ils les explorent. Okay. Et puis tout à droite, ceux qui sont, on va dire, dans les starting blocks. Hein. Vous voyez, cette personne a le sac à dos, elle est en marche. En gros, ce sont toutes les personnes voilà, qui peuvent dire, je sais ce que je veux, je sais comment y aller, et en gros, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à postuler, il n'y a plus qu'à négocier une rupture conventionnelle, il n'y a plus qu'à s'inscrire à telle formation, il n'y a plus qu'à convaincre des investisseurs, etc., etc. 3 cas de figure. Le sondage que je voudrais vous poser ce matin, c'est vous, où vous situeriez-vous? Comment résumeriez-vous votre situation? J'ouvre les votes. Vous devriez voir une fenêtre apparaître à votre écran. Comment résumeriez-vous votre situation? Premier cas de figure, un peu perdu. Deuxième cas de figure, work in progress, hein, comme on dit. C'est en train de se clarifier. Vous êtes en bonne voie. Et puis, troisième cas de figure, dans les starting blocks. Il n'y a plus qu'à. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. C'est volontairement schématique. Je sais aussi que certains d'entre vous aimeraient probablement cocher plusieurs cases, à l'inverse, un peu plus sur d'autres. Allez, encore 3, 2, 1. Et je m'arrête là. OK. Normalement, vous voyez les résultats apparaître à l'écran. Je les commente. Première catégorie, largement majoritaire. Vous êtes 65% ce matin à vous décrire un peu perdu, envie de changer, mais sans savoir exactement quoi faire. 24% work in progress et une minorité, 12%, qui se considèrent dans les starting blocks. Écoutez, je suis assez surprise des résultats et en même temps, je me dis que ce webinaire va être d'autant plus utile si vous êtes à vous décrire comme un peu perdu, puisqu'en fait, on va aussi parler des questions à se poser à ce moment-là, quand on n'a pas encore le projet, quand on est, on se décrit encore un peu perdu. Et puis pour les 12% qui sont les starting blocks, il me semble que vous ne perdrez pas non plus votre temps ce matin. Vous verrez, on va parler d'action, on va parler de dispositifs assez concrets quand il s'agit d'engager le changement. Bon, je reviens sur la première partie du thème du jour, changer de travail. Je propose de questionner un petit peu déjà cette envie-là. Quand on ressent une envie de changer de travail, beaucoup de choses peuvent se mêler. Des envies personnelles de changement, envie de quitter la ville où vous êtes, envie d'avancer dans votre, je sais pas, dans votre construction familiale ou amoureuse, envie de prendre l'air, des problèmes de personnes avec un collègue, avec un manager qui vous donne pendant quelque temps l'impression qu'il faut changer de travail parce que c'est devenu insupportable. Le sentiment d'incompétence aussi à votre poste, on va dire vos missions, vos objectifs ont évolué et vous ressentez depuis quelque temps l'impression de ne pas être à la hauteur. Ça peut être une réaction passagère aussi, face par exemple à une période de creux, vous êtes dans une activité un peu saisonnière, il y a un creux, vous êtes ennuyé, vous avez trouvé le temps long, et donc vous vous mettez à penser, est-ce que je ne devrais pas carrément changer de travail? Ou à l'inverse, face à une période de surcharge de travail, vous avez connu une période très tendue, un pic d'activité, ça vous a tellement fatigué que vous vous demandez s'il ne serait pas temps de changer carrément de boulot. Et puis évidemment, il peut y avoir un conflit de valeurs, une crise de sens plus profonde qui est en jeu.
moi, ce que je dis, c'est qu'il ne vaut mieux ne pas confondre ce qui se joue, parce qu'à chaque type de problème, sa solution. C'est pourquoi mon premier conseil ce matin, ça va être de faire le bon diagnostic et de vous demander qu'est-ce qui cloche vraiment là tout de suite. Vous vous sentez un peu perdu à 65%. Qu'est-ce qui cloche vraiment? Prenons quelques exemples. Vous allez, j'imagine, vous retrouver dans ces cas de figure. Si vous vous rendez compte que ce qui cloche tient à, par exemple, l'ambiance d'équipe, ou à des difficultés managériales, OK, problème relationnel avec le manager, changer de service peut parfois suffire. La mobilité interne, franchement, dans ce cas, peut être une solution intéressante à explorer. Si ce qui cloche, vous le sentez bien, c'est que vous vous ennuyez, vous avez l'impression d'avoir fait le tour de votre poste, là, ça peut être intéressant d'envisager, ce que j'appelle du job crafting, expression anglaise qui désigne, une façon de reconfigurer son poste. Vous ne quittez pas votre boîte, vous ne changez pas vraiment de métier, mais vous reconfigurez un peu à votre main. Le crafting, c'est l'artisanat, votre fiche de poste. Ça vous permet, peut-être de moins vous ennuyer, d'explorer, de nouveaux champs, de vous réinventer un peu sans, j'allais dire, tout risquer et tout bouleverser. L'autre solution possible, quand vous sentez que le problème, c'est bien une question d'ennui, ça peut de monter un side project, c'est-à-dire un projet à côté de votre poste, et de votre activité principale. Là, c'est intéressant parce que ça vous permet de vivre quelque chose en général d'enthousiasmant. Le projet, le side project est souvent un projet coup de cœur, et puis de développer de nouvelles compétences à travers le développement de ce projet. En général, c'est assez différent de ce qui vous occupe la plupart du temps. Donc, job crafting, on reste à son poste, mais on le fait évoluer, on propose, on est force de proposition pour faire évoluer son poste, ou side project, donc projet à côté de son poste principal. Ça, voilà, pour l'ambiance d'équipe, les difficultés managériales, relationnelles ou la question de l'ennui, ce sont des solutions possibles, vous voyez, et ce sont des solutions où vous n'avez pas à tout changer. En revanche, si vous ressentez un malaise avec la finalité de votre activité, ce que vous faites, votre job, ou carrément la finalité de l'organisation qui vous emploie. Peut-être même que ça a changé, c'est-à-dire que quand vous avez démarré, vous n'aviez pas de problème, vous vous sentiez tout à fait à l'aise avec la finalité de ce que vous faisiez, puis avec le temps, vous avez évolué aussi. Vous sentez bien que vous êtes inconfortable avec cette question-là. Là, il peut être nécessaire de changer carrément de secteur d'activité pour trouver un secteur d'activité dont la finalité vous parle davantage. Idem, si vous savez que ce qui se joue, conflit de valeurs, c'est-à-dire que les valeurs que vous portez entrent en conflit avec les valeurs du secteur, de l'organisation qui vous emploie. Là aussi, j'allais dire, toutes les solutions du dessus, elles ne marcheront pas, elles ne suffiront pas. Il faudra probablement aller jusqu'au changement d'organisation, au changement de secteur d'activité. Donc là, on voit bien qu'on est plutôt sur une question de sens du travail. Et enfin, si ce qui cloche tient plus à une inadéquation de votre métier avec votre personnalité, votre potentiel ou vos atouts, ou si carrément vous doutez de la valeur que vous apportez chaque jour au travail. Là, il peut être vraiment intéressant d'envisager de changer carrément de métier, de faire autre chose, de vous reconvertir. Et vous voyez, ce temps du diagnostic, se poser la question de mais qu'est-ce qui cloche vraiment? Qu'est-ce qui se cache derrière mon envie de changement? En fait, ce temps vous permet de distinguer des solutions qui sont plus à la mesure du problème. C'est un peu comme en géopolitique, on parle de proportion de la riposte. Là, on riposte à la hauteur du problème. Donc peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain, peut-être que dans certains cas, la mobilité interne, se reformer en restant à son poste, mais en développant de nouvelles compétences, peut-être que ça suffira. Et puis peut-être que, en fonction de ce qui cloche, vous aurez à aller beaucoup plus loin en changeant de métier, en envisageant par exemple une reconversion. J'ai utilisé donc ce matin un thème dramatique, changer de métier, changer de travail avant qu'il ne soit trop tard. C'est aussi parce qu'avant, quand vous vous sentez qu'il faudrait changer d'équipe, de poste, d'entreprise ou de secteur d'activité, le temps peut vite jouer contre vous. Je vais
pour illustrer mon propos, vous raconter une histoire. J'espère que certains ne s'y retrouveront pas, mais je sais quand même que c'est un cas assez fréquent. Cette histoire, elle a cette forme de spirale. Ça commence avec un sentiment de bah, je n'en peux plus, voilà, j'en peux plus, je me sens mal, je veux changer. Je veux changer, mais en fait, je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de temps pour construire mon projet. Comme j'ai besoin de temps, alors je reste. Et comme je reste, en fait, ma situation ne s'améliore pas, je n'en peux vraiment plus. Je veux encore plus changer. Mais en fait, je me sens de plus en plus mal et je me sens finalement trop mal pour me projeter sur d'autres possibles. Et puis, je finis par avoir des doutes, je perds confiance en moi et ça m'empêche aussi de me projeter. Alors qu'en fait, il faudrait que je me projette pour pouvoir envisager un changement. Et puis en fait, j'en peux plus, alors je deviens irritable. Je deviens irritable, alors mes relations se dégradent au travail, puis je deviens aussi méfiant. Et puis évidemment, je perds des opportunités d'être recommandée ailleurs parce que mes collègues perdent l'estime qu'ils avaient de moi. Puis je me mets à douter de tout, je me mets à douter de moi, je me mets à douter du monde du travail. Ma situation n'a pas changé. Ma situation, elle s'est juste dégradée, je suis paumée. C'est une spirale infernale dans laquelle trop de travailleurs se retrouvent enfermés alors même que des issues existent. Pour sortir de cette spirale infernale, ce que je dis, c'est qu'il faut s'acheter du temps. On revient à mon focus du jour, la question du timing. Pour vous expliquer un petit peu ce que j'entends par là, je vais utiliser un graphe avec 2 axes à l'horizontale. Vous voyez, il y a l'axe du temps. À la verticale, il y a l'axe du projet, de la maturité du projet. Ce qu'on redoute, la situation à éviter, c'est celle que j'ai illustrée ici. En gros, il y a urgence à changer. Vous pouvez le savoir hein, grâce à des indices qui ne trompent pas. Par exemple, quand vous avez la boule au ventre en allant travailler, quand vous avez même peut-être déjà fait des petites crises d'anxiété en lien avec votre travail, quand vous avez été arrêté à plusieurs reprises cette année pour des symptômes visiblement liés au stress que vous ressentez, ou alors carrément que vous avez ressenti et été arrêté pour épuisement professionnel. Tous ces indices hein, psychologiques et parfois physiques, ils vous disent qu'il y a urgence à changer. Okay, donc en termes de temps, il faut faire vite. Le problème, et c'est ce qu'on voit sur l'axe vertical, c'est que votre projet pour la suite, il n'est pas clair. Okay, ce qu'on recherche, la situation qu'on recherche, je l'ai représentée, dessinée ici sur le même graphe. Là, on voit bien que sans sentiment d'urgence, parce que pas de mal-être au travail particulier, parce que sentiment de sécurité matérielle, enfin voilà, il n'y a pas d'urgence comme celle que je viens d'écrire. Vous pouvez prendre le temps qu'il faut pour définir un projet prometteur, qui deviendra votre cible. Vous pouvez prendre le temps de construire un projet professionnel cohérent sans vous mettre en risque. Vous pouvez prendre le temps de l'introspection, vous pouvez prendre le temps d'explorer des pistes professionnelles qui ont émergé de vos réflexions. Vous pouvez prendre le temps de vous former si nécessaire. Vous pouvez prendre le temps de vous reconvertir si c'est finalement votre souhait. Donc vous voyez, c'est une situation un peu idéale. Okay, vous êtes capable de prendre un temps pour définir une cible que vous allez chercher à atteindre. La question évidemment que vous devez vous poser, c'est comment passer de l'état d'urgence qui nous piège à cette situation qui nous redonne des perspectives. Bref, comment on s'achète du temps et de la sérénité. Eh bien, selon moi, en optant pour ce que j'appelle un changement transitoire. Je m'explique. En optant pour cette option, vous quittez la situation délétère avant que la spirale ne s'affole et qu'il ne soit trop tard, comme on l'a vu il y a quelques minutes. Mais vous n'avez pas pour autant atteint votre cible. C'est le temps. Vous êtes en transit. Le temps d'y voir plus clair, de construire votre plan d'action. Le changement transitoire, c'est une stratégie qui a quand même énormément d'atouts. Ça vous permet d'abord, et ça me semble quand même important, d'aller mieux. Vous avez quitté la situation qui est en train de vous miner et donc juste vous vous sentez mieux et peut-être que vous allez, grâce à ça, éviter un burn-out, par exemple. Ça peut vous permettre de reprendre confiance en vous en changeant
de contexte, vous pouvez vous rendre compte aussi que ce qui vous semblait si pourri, en fait, ne l'est pas de manière absolue. C'était tout à fait lié au contexte qui était le vôtre. Et donc, en allant ailleurs, en rejoignant une autre équipe, vous pouvez vous rendre compte, en fait, ben non, les choses se passent quand même bien, que vous restez un bon professionnel, que vous avez encore de la valeur à offrir. Enfin bref, ça peut vous donner le sentiment de confiance que vous aviez perdu. Éventuellement, le changement transitoire, ça peut vous permettre de développer une nouvelle expérience utile pour la suite, hein, parce que ce changement, ça peut se faire sur un service, dans un secteur un peu différent, et donc, entre guillemets, c'est une nouvelle ligne sur le CV. Le changement transitoire, il permet aussi de prendre le temps de l'introspection et du bilan qui s'impose, puisqu'on a vu, hein, la cible, avant de la définir, il faut quand même y réfléchir. Et donc, c'est évidemment une solution qui vous permet de construire la suite. J'en parle et ça semble peut-être un petit peu théorique. Alors, à quoi peut ressembler concrètement un changement transitoire ? Quand le temps nous est compté, on ne va pas se mentir, tous les projets ne sont pas envisageables. Je ne serai pas ceux de celles qui disent que quand on veut, on peut. Non, il y a des contraintes et par exemple la contrainte de temps, de manquer de temps, le besoin pressant de quitter une situation, eh bien ça vous amène à envisager des changements que je vais qualifier de plutôt modestes. Quand je dis modeste, ça veut dire qu'ils n'exigent pas forcément de longues formations ou par exemple de trop longues recherches. L'option la plus accessible souvent, c'est le changement d'environnement. Okay, c'est le premier exemple que je donne ici. Concrètement, c'est faire le même métier dans un autre service ou dans une autre entreprise ou à votre compte quand ça s'y prête. Et ça, ce changement-là, il peut vous permettre juste déjà de regagner en lucidité. Donc là, j'ai énormément de coachés qui font ce choix-là. Ils font le constat qu'il y a une urgence à se sortir de là où ils sont. Et donc, ils font un petit pas, j'allais dire, un premier changement, en changeant juste de contexte, d'environnement. Donc, je vais avoir une recruteuse qui va se mettre à son compte comme chasseuse de tête. Elle fait exactement le même métier, sauf qu'elle est sortie de l'entreprise qu'elle ne supportait pas ou plus pour certaines raisons, et elle se retrouve à son compte. Pour d'autres, je pense à une jeune femme qui était dans une agence de pub. Là, c'était assez relationnel, très lié à son boss. Elle a fait exactement le même métier ailleurs, dans une autre organisation plus grande, où il y avait moins de rapport direct comme ça avec la direction et donc aussi une pression, un lien de dépendance un peu plus faible. Donc le même métier ailleurs, je change d'environnement, je change de contexte et je retrouve de la lucidité, je retrouve de la sérénité. L'autre option accessible, c'est faire de compétences. Autrement dit, c'est faire un métier qui exige les mêmes compétences que celles que vous avez déjà acquises, développées dans vos précédentes expériences et que vous transférez dans une autre fonction. Par exemple, là aussi, cas que j'ai accompagné, une consultante en management qui devient chef de projet chez un de ses clients. C'est un cas assez courant hein, dans la gestion de carrière. Mais c'est intéressant puisque si on regarde bien ses missions, ses tâches quotidiennes, elles sont assez proches de ce qu'il occupait jusque-là. Pilotage de projet, animation d'ateliers de travail, rédaction de rapports, etc. Mais les conditions de travail changent profondément. Cette personne n'est plus prestataire, elle rejoint une équipe dans la durée, elle ne change plus de lieu de travail régulièrement, elle s'inscrit dans un plan de carrière qui est quand même très différent du plan de carrière propre au consulting. Et puis bon, aussi dans certains cas, sa rémunération peut stagner davantage. Cette solution, elle lui permet de changer rapidement de situation sans repartir de zéro. Alors, j'utilise l'expression sans repartir de zéro alors que je la déteste, donc j'en profite pour faire un commentaire. On ne repart jamais vraiment de zéro, vous vous en doutez. Toutes les expériences nous font grandir, nous ont permis de développer des qualités, des compétences, des capacités, on le dit comme on veut. Et donc, même quand on est en pleine reconversion, on ne repart pas de zéro. Votre être professionnel après 10 ans d'expérience, que c'était dans un secteur qui n'a rien à voir, eh bien, il est plus mature, il est plus outillé que celui 10 ans avant. Donc évidemment, on ne repart jamais de zéro. C'est une expression que je ne devrais pas utiliser.
Alors, un autre exemple, quand on parle de transfert de compétences, ça peut consister à changer pour un poste un peu différent de l'actuel, dans la mesure où là, il exige une montée en charge, avec, par exemple, une courte formation. Là, je pense à donc on n'est pas dans le simple transfert de compétences, on est dans le transfert et le développement de nouvelles compétences. Là, je pense à un cas, d'une assistante de direction que j'ai accompagnée qui est devenue responsable formation. Bon, elle maîtrisait plus de 80 des compétences requises au poste, mais il a quand même fallu qu'elle suive une courte formation sur le système de la formation professionnelle en France, système qui est loin d'être simple. Et puis le reste, évidemment, elle l'a appris en poste, comme c'est souvent le cas. Donc voilà, là, c'est vraiment quelles sont mes compétences aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire de différent, mais qui mobilise ces compétences acquises au fil des ans. Cette stratégie de transfert de compétences, elle suggère naturellement d'être très conscient de ses compétences et de ses savoir-faire, et puis de savoir se projeter sur des métiers à compétences, on va dire, équivalentes. Ça peut être utile de demander de l'aide à un coach ou un consultant bilan de compétences, pour réaliser ce travail. On est outillé pour ça, hein. Moi, j'utilise par exemple une base, de métiers, énorme, 1 200 métiers avec des associations, avec des compétences. Donc, voilà, c'est vraiment un logiciel formidable qui permet de faire le lien entre tout ce que vous avez, déjà fait et développé et vous dire, finalement, quels sont les métiers, qui, aujourd'hui mobilisent ce genre de compétences et de savoir-faire. Donc ça peut être intéressant de se faire aider si la notion de transférabilité, en fait, elle vous bloque un peu. Et puis, 3e, type de changement transitoire dont j'avais envie de vous parler ce matin, hyper important, c'est le congé de maternité. L'expression, elle n'est pas de moi. Je l'ai lue, il y a quelque temps dans un post LinkedIn, une jeune femme qui expliquait dans ce post son choix de suspendre sa vie professionnelle, pour prendre le temps de la réflexion. Elle disait un peu, en gros, il y a le congé, paternité, le congé maternité, pourquoi pas le congé moiternité pour moi, pour soi? C'est, un break de quelques semaines, de quelques mois, qui peut être, une option transitoire intéressante, puisqu'il permet de rompre avec la situation délétère et de prendre vraiment le temps, tout le temps de la réflexion et de la construction de la suite. Là, on s'y consacre à temps plein si on veut. C'est quand même le rêve. Alors attention, je dis le rêve, ça peut devenir un cauchemar, pour certains. Dont la personnalité, ne va pas bien, réagir, on va dire, face, à l'appel d'air que peut constituer l'arrêt d'activité. Là, il faut bien se connaître, si vous êtes du genre à être stimulé par l'action, par les projets, si vous avez toujours travaillé et que vous redoutez justement un petit peu les moments de vide, honnêtement, la maternité, c'est peut-être pas la meilleure option pour vous. Et puis évidemment, c'est une option qui est contre-indiquée pour tous ceux qui n'auraient pas de filet de sécurité. Rente, allocation chômage, aide des proches ou autre. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que, avec beaucoup de temps, mais également, la peur, de finir à la rue, on va, construire un projet professionnel intéressant. Non. Ce genre de sentiment d'insécurité, c'est ce qu'il y a de pire, j'allais dire, alors que vous avez besoin de vous projeter, alors que vous avez besoin d'imaginer des choses. Je vais revenir sur cet aspect-là, hein, la question financière dans un instant. Mais voilà, je dis, congé de maternité, un peu l'idéal pour prendre tout le temps nécessaire de la réflexion, de l'exploration et de la construction de la suite, mais à certaines, conditions. En revanche, juste quant à dire que c'est une option contre-indiquée du point de vue de l'employabilité, c'est-à-dire que, avoir cette espèce de break, dans son parcours, dans son CV, ça pourrait être, un on va dire un problème face à un recruteur. Ça, je suis pas tout à fait d'accord. De ce que j'observe avec les personnes que j'accompagne, les mentalités ont bien changé, et ce break d'introspection, d'exploration, il est de mieux en mieux accueilli par les recruteurs. Heu, Vous pouvez toujours tomber sur quelqu'un d'un peu conservateur qui vous dise: «Et alors, c'est quoi ce trou? Ah bon?» et cetera. Mais en fait, aujourd'hui, je crois que chacun rêverait d'avoir un vrai moment, à soi pour se poser les bonnes questions et donc c'est beaucoup plus entendable aujourd'hui. Je ne pense pas que ça puisse vous être reproché. Alors, je vous parlais, je vous disais qu'on avait parlé de sous, venons-en au dispositif parce que pour s'offrir ce luxe
de prendre un congé pour soi, pour se poser toutes ces questions et construire la suite, il y a heureusement en France des dispositifs qui existent. Voici les principaux. Je vous invite évidemment, si vous êtes intéressé, à poursuivre vos recherches en tapant le nom de ces dispositifs sur Internet, en veillant bien à votre source, essayez de privilégier le site du ministère du Travail, sources gouvernementales. Mais c'est intéressant de savoir ce qui existe. Je prends mes notes pour ne pas vous dire d'ânerie, mais d'abord le CPF de transition professionnelle qui a remplacé le CIF, vous savez, le congé individuel de formation depuis 2019. Ce droit à la formation professionnelle, il permet de financer des formations longues de reconversion avec un congé associé. Donc ça mérite vraiment d'être regardé. J'ai mis, et là ça concerne plus les agents de la fonction publique, le congé de formation professionnelle, le CFP. Il nous aide beaucoup avec les acronymes en France. J'adore le CPF, le CFP, à ne pas confondre. Le CFP, congé de formation professionnelle, il est ouvert à l'ensemble des agents publics, titulaires ou contractuels, des 3 versants, territoriaux, hôpital, central. C'est un dispositif qui est intéressant puisqu'il donne droit à 3 années maximum sur la carrière, à des congés indemnisés. Il y a également le congé de création de reprise d'entreprise qui est réservé aux salariés souhaitant créer ou reprendre une entreprise. J'ai évidemment mentionné les allocations de retour à l'emploi, les ARE. C'est un revenu de remplacement, ce dispositif. Il est évidemment accessible sous certaines conditions aux personnes qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi. Ce que je veux dire sur ce sujet, c'est évidemment sans ouvrir aucun débat, qu'on apprécie ou pas l'usage des allocations du Pôle emploi à cette fin. Il faut reconnaître que les allocations chômage en France constituent une aide fondamentale dans les projets de transition professionnelle. C'est grâce à ce revenu de remplacement que beaucoup de travailleurs peuvent prendre pendant quelques mois le temps de la réflexion, le temps de l'exploration, le temps de l'expérimentation, avant de se lancer dans un nouveau projet professionnel. Donc, vous savez, il y a des conditions, période minimale d'activité sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est que originellement, c'est quand même un droit qui est ouvert aux personnes qui sont involontairement privées d'emploi, licenciement pour motif personnel, pour motif économique, non-renouvellement d'un CDD ou suivi de conjoint. Mais il y a quand même 2 cas de figure qui sortent un peu de cette définition d'origine. Le premier, c'est la rupture conventionnelle. Là aussi, en général, vous connaissez. C'est une rupture du contrat de travail avec l'accord des 2 parties. Et c'est un dispositif qui ouvre des droits à l'allocation de retour à l'emploi. C'est vrai, quand vous pouvez négocier avec votre employeur une rupture conventionnelle, c'est une solution vraiment intéressante dont vous avez besoin pour construire la suite. Et puis, il y a depuis 2019, et c'est beaucoup moins connu, un dispositif que je trouve vraiment important, puisqu'il ouvre enfin aux démissionnaires la possibilité de toucher des allocations de retour à l'emploi. La démission reconversion, comme on l'appelle. Camille, je te laisse mettre peut-être, si ce n'est pas déjà fait, le lien Internet vers le site de démission reconversion. C'est un dispositif assez léger en fait, mais qui donne droit aux allocations chômage à des personnes qui démissionnent, donc qui n'ont pas signé de rupture conventionnelle avec l'employeur. Là, évidemment, il y a encore des conditions. Il faut être salarié en CDI au moment de la démission. Il faut justifier d'au moins 5 ans d'activité salariée continue chez un ou plusieurs employeurs. Et puis surtout, il faut avoir un projet professionnel bien préparé et reconnu comme réel et sérieux. Reconnu, ça va vraiment être le cas. C'est une commission indépendante qui va statuer sur la base du petit dossier que vous soumettez. Si vous êtes intéressé par ce dispositif, pensez à contacter un conseiller d'évolution professionnelle, un CEP. Là aussi, important de savoir que ça existe. Cette personne, vous pouvez la contacter, c'est gratuit, on y a tous droit.
elle peut vous permettre elle peut vous orienter un peu dans cette démarche de démission reconversion. Maintenant, d'expérience, moi j'observe que les CEP sont un peu débordés, ils ont beaucoup de dossiers face à eux, et donc ils n'auront pas la possibilité en général de passer beaucoup de temps sur votre cas ou d'entrer dans le fond de votre dossier. Donc n'hésitez pas à en parler en revanche à un consultant ou à un coach en bilan de compétences. On peut vous aider à préparer ce genre de dossier pour être éligible à des allocations de retour à l'emploi. Comme Camille met le lien et que ceux qui sont intéressés se renseigneront, j'en dis pas plus parce que il y a d'autres dispositifs dont je veux dire un mot aujourd'hui. Mais allez-y, renseignez-vous. On a beaucoup de choses qui existent en France. Il faut savoir les mobiliser quand le moment est venu. Sans permettre alors de prendre un congé de réflexion, il y a d'autres dispositifs qui existent pour faciliter l'éducation professionnelle dans le sens où ils vous aident à financer toute ou partie des formations. L'allocation de sécurisation professionnelle, alors, c'est une allocation qui est versée aux salariés ayant subi un licenciement économique et qui bénéficient d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'ASP. L'allocation de retour à l'emploi formation, c'est pas l'ARE, cette fois c'est l'AREF. Donc ça, vous pouvez percevoir cette aide si vous remplissez 3 conditions. Déjà, il faut percevoir l'ARE. Si vous suivez une formation Pôle emploi dans le cadre de votre projet personnalisé d'accès à l'emploi, le PPAE, mon Dieu les acronymes, ou de votre compte personnel de formation. Et puis votre formation doit être d'une durée d'au moins 40 heures. Mais l'AREF, c'est aussi un dispositif très intéressant que peu de gens connaissent. Il y a également la rémunération des formations de Pôle emploi, RFPE. Ça, c'est dans le cas où vous ne toucheriez pas d'allocation de retour à l'emploi. Le jour de l'inscription à la formation. Il y a la rémunération de fin de formation, R2F, qui, sous condition, prend le relais de l'ARE ou de l'ASP quand la durée de la formation dépasse la fin de vos droits. Et puis, il y a ProA, la promotion par alternance, ex-période de professionnalisation pour ceux qui l'ont connu. Ça vise à favoriser, par une formation en alternance, le maintien de l'emploi des salariés les moins qualifiés. Et puis, il y a Transco, le nouveau dispositif de reconversion professionnelle Transco pour transition collective, qui permet de suivre une formation certifiante ou d'entreprendre une VAE, une validation des acquis d'expérience, gratuitement, pour s'orienter vers un métier porteur du territoire. Ça, c'est très important. La démarche Transco, elle est vraiment en lien avec le marché de l'emploi de votre territoire et les débouchés. Et puis, vous pouvez aussi envisager de financer une formation, de faire financer votre formation par votre employeur. Souvent, il cotise chaque mois pour ça, à travers le plan de développement des compétences. Et puis, vous pouvez aussi faire financer votre formation à travers le dispositif des actions collectives. Là, ce sont des actions de formation qui sont un peu boostées par des branches d'activité. Donc, là aussi, il y a vraiment des possibilités de se former sans casser sa tirelire. Bon, sur les dispositifs, je ne vais pas plus loin parce que c'est quand même un monde vaste qui change vite. Je pense vous avoir parlé des principaux. S'il y a des personnes, des ressources humaines de la formation connectées ce matin, n'hésitez pas à parler des dispositifs que vous connaissez, que vous appréciez, qui pourraient être utiles à nos participants. Mais je propose de m'arrêter là pour l'instant. Allez, question avec laquelle je n'avais pas prévu de terminer aujourd'hui, avec ce dernier chapitre. Mais en discutant du projet de webinaire autour de moi, je me suis rendu compte que c'était une préoccupation très répandue. Alors allons-y. Y a-t-il un âge limite pour changer de travail ou pour se reconvertir ? Évidemment, je pose cette question parce que dans la formulation du thème du jour, changer de travail avant qu'il ne soit trop tard, beaucoup l'ont compris de ce point de vue. Avant qu'il ne soit trop tard, avant que je ne sois trop vieux, trop vieille. D'abord, je tiens à dire que c'est vrai qu'il y a en fin de carrière souvent des envies de changement. Des envies parce que vous avez fait le tour après plusieurs années de bons et loyaux services, des envies pour explorer une nouvelle activité, pour exprimer d'autres talents que vous n'avez pas pu exprimer jusque-là, des envies aussi de préparer sa retraite en faisant autre chose parce que à la retraite, en fait, c'est aussi l'occasion de faire des choses très différentes de ce que vous avez fait avant.
Certains aussi envie de créer leur boîte. C'était un vieux rêve et ils ont envie d'y aller, ça y est, quand ils n'avaient jamais osé le faire jusque-là. Bref, les motifs autour de 50, 60 ans ou plus d'ouvrir un nouveau chapitre professionnel, ils sont nombreux. Et puis parfois, ce n'est pas une question d'envie, il faut bien le dire. Il y a aussi des changements qui sont subis quand on est contraint de se réinventer suite à un licenciement, par exemple, ou alors avec des déclencheurs plus personnels, un déménagement, une séparation, le départ des enfants. Voilà, ce sont des éléments qui peuvent pousser certains à bifurquer en fin de carrière. En tout cas, quel que soit le déclencheur, les envies de changement des seniors, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, se heurtent souvent à un marché de l'emploi encore frileux à leur embauche. L'effet emploi de 55-64 ans a augmenté en France ces dernières années. Il reste bien inférieur à la tranche inférieure. La tranche d'âge inférieure, c'est 50-54 ans. Là, sur les chiffres que j'ai, par exemple, en 2020, ça dépassait les 80%. Et puis, c'est surtout un taux d'emploi qui reste l'un des plus faibles d'Europe. Alors, en cause notamment, dans cette frilosité, une perception assez négative de ces profils, expérimentés pourtant, mais qu'on va souvent considérer comme fatigués, dépassés, moins motivés, faisant de l'âge finalement la première discrimination à l'embauche en France. Donc dans ce paysage, heureusement, il y a des initiatives qui émergent. C'est pour ça que sur le slide que vous voyez, j'ai mis embaucheunvieux.com, qui est un site qui existe. Je vous invite à aller y jeter un œil. Une plateforme qui a été créée pour prendre le contre-pied de cette tendance. Et son fondateur, avec beaucoup d'humour, humour décapant, décalage, eh bien, il essaie de prendre ce sujet à bras-le-corps, déjà de sensibiliser et puis de rappeler que ce sont des personnes qui ont énormément de valeur et de potentiel encore sur le marché du travail. Une de leurs campagnes que j'avais bien aimée, c'est « Vaccinez-vous contre la peur d'embauche d'un vieux ». Voilà, c'est toujours des campagnes comme ça un peu marrantes et aussi provocatrices pour parler de ce sujet, de la frilosité de l'embauche des seniors en France. Ceci étant dit, les idées reçues sur l'âge ne sont pas les seuls obstacles au projet de reconversion des plus de 55 ans, si on résume. Il existe des projets où une formation longue est indispensable. Par exemple, si vous voulez devenir médecin, vous ne pourrez pas trouver de formation courte. Il y a des projets où l'excellente condition physique est un prérequis. Si vous voulez devenir pompier, il me semble qu'il va falloir être en très bonne forme. Des projets où il ne faut pas avoir peur de repartir de zéro, pour reprendre cette expression que je n'aime pas. Mais est-ce que c'est le lot des plus de 55 ans? Franchement. La possibilité de se former plusieurs années, une fois d'engager une formation longue, de financer sa formation, de se financer le temps de la formation. Enfin, tout ça, ce sont des défis pour la majorité des gens, en fait, hein, et y compris des personnes que j'accompagne qui n'ont pas cette question de fin de carrière. Les difficultés physiques ou les problèmes de santé. Mais elles limitent tous ceux qui en ont, quel que soit l'âge. Et puis même la peur de repartir de zéro, de tout réapprendre, d'avoir à bâtir sa légitimité. Cette peur-là, elle est présente en chacun de nous. Donc si l'âge peut être une réelle contrainte quand on souhaite changer d'activité professionnelle, selon moi, elle en est une, comme il en existe beaucoup d'autres, y compris chez les plus jeunes. Je vais même aller plus loin dans mon argumentaire en affirmant que l'âge peut même apporter sa part de privilège quand il s'agit de prendre un nouveau départ professionnel. En effet, certains freins ont tendance à disparaître avec l'âge. Et je vais en donner certains. Évidemment, ce que je dis est schématique, on va dire, concerne une partie de la population, mais je pense que c'est quand même un schéma assez majoritaire. Parmi les freins les plus fréquents quand on parle de changement professionnel, il y a le frein de l'argent. Et ça peut devenir un obstacle secondaire, j'allais dire, quand l'habitation principale, par exemple, elle est payée ou quand il n'y a plus d'enfants à charge.
Un autre frein, c'est le temps. On en a parlé aujourd'hui, le temps nécessaire à mettre sur pied un nouveau projet qui vient souvent à manquer quand on jongle entre son job actuel, ses enfants en bas âge, ses engagements associatifs ou amicaux. Une fois sorti de ces années à très forte intensité, on peut retrouver des marges de manœuvre pour s'investir pleinement dans une nouvelle aventure professionnelle. Un autre frein, c'est peut-être le plus important d'ailleurs, la pression sociale. Moi, ce que je remarque, c'est qu'avec l'âge, certains de mes clients savourent une forme de délivrance. Délestés d'une forme de pression sociale, d'une vision de la réussite, ils osent, à 50, 60 ans ou plus, faire enfin ce qu'ils aiment. Ce sentiment de liberté va pousser même certains à oser, par exemple, l'entrepreneuriat, là où c'était impensable pour eux avant. Et j'en parle comme d'un privilège ce matin parce que honnêtement, cette question de la pression sociale, elle est centrale dans le travail que mènent mes clients. Pour s'autoriser à vivre une carrière qui leur ressemble, ils doivent apprendre à s'en détacher et je remarque que quand ils y arrivent, plus rien ne semble les arrêter. Et puis un autre privilège de l'âge, il me semble, souvent, le réseau. Le réseau. Tous ceux qui tentent de se convertir le savent bien. Le réseau, c'est un trésor. Le réseau, c'est plein de personnes qui ne nous enferment pas dans des cases, sont des personnes prêtes à nous faire confiance, indépendamment de notre parcours professionnel ou de notre âge. Il y a dans notre réseau des personnes qui nous connaissent pour ce qu'on est, qui sont prêtes à nous donner une occasion de faire autre chose, même si on n'a pas le profil type. C'est un trésor de disposer d'un bon réseau quand on change de voie, quand on repart de zéro ou quand on s'engage dans un métier sans le laisser passer. Ça tombe bien, j'ai fait ça pendant 10 ans. Donc, de ce point de vue-là encore, l'âge peut être un atout quand on a constitué un riche réseau professionnel et amical au fil des ans. Bon, je parle beaucoup, je vois que l'heure tourne. Oui. Takeaway à emporter avec vous aujourd'hui. Si vous envisagez un changement professionnel dans les mois qui viennent, voici quelques conseils pour vivre cette transition professionnelle le plus sereinement possible. Être clair sur sa motivation à changer de travail. Et ça, c'est vrai à tout âge. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui vous donne envie de changer? C'est quoi votre motivation à changer? Ensuite, faire le point sur vos compétences, sur vos appétences, sur vos marges de manœuvre. Par exemple, à travers un bilan de compétences ou un exercice de ce type. Hyper important d'être lucide sur vos marges de manœuvre. Et puis, identifier peut-être quelque chose et bien ne pas hésiter à se reformer là où le bas blesse. Et puis enfin, être prêt à se retrouver dans la position de celui, de celle qu'on initie à de nouvelles pratiques professionnelles. Dose d'humilité pour changer de voie. Et puis évidemment, en parler autour de vous beaucoup, abondamment et mobiliser votre réseau. On a tendance à faire l'inverse dans des moments pareils, à se dire je suis pas claire, je suis paumée, mieux vaut que je garde ça pour moi, qu'est-ce que les gens vont penser? C'est tout l'inverse. Tellement de situations de mes clients se débloquent pendant qu'ils en parlent, parce qu'ils en ont parlé. Une opportunité, une mise en relation, juste une réflexion, une conversation inspirante. Énormément de choses se débloquent parce que vous prenez le temps d'en parler. Et puis mon petit mot de la fin quand même, une transition professionnelle, c'est un chemin passionnant, réjouissant, même quand il fait peur. C'est vrai que c'est souvent semé d'embûches, mais c'est une occasion à tout âge d'être celui ou celle que vous avez envie d'être, y compris au travail. Les efforts consentis sont à la hauteur de cette ambition qui est quand même dingue, qui est une très belle ambition. Et puis rappelez-vous peut-être, prendre un nouveau départ professionnel, c'est souvent une question de méthode. Une méthode où démarche rationnelle et connexion à ses émotions sont nécessaires. Les deux, le cœur et la tête. Et puis quand on y arrive, on peut se rendre compte que notre activité professionnelle, elle ne peut pas toujours tout résoudre. Il faut beaucoup de choses pour nourrir nos aspirations profondes. Le travail ne peut pas tout, alors c'est peut-être aussi le moment de questionner ce que j'appelle moi toute la mosaïque de votre vie pour ajuster ce qui doit l'être. Hein. C'est peut-être pas qu'une question de boulot. Et je termine, pour ceux qui voudraient aller plus loin, il existe énormément de ressources gratuites disponibles en ligne. Je vous en ai mis une petite sélection ici. Rien que sur notre blog, bananamethod.com et notre page YouTube, il y a des outils d'auto-coaching présentés dans de courtes vidéos, un peu faites maison, mais le fond y est. Des articles pour nourrir vos réflexions, des webinaires, d'autres qui font la lumière sur un thème ou un outil à chaque fois différent.
L'interview d'anciens de la Banana Méthode qui partagent leurs doutes et leurs eureka. C'est super sympa de les entendre parler un peu de leur cheminement. Il y a également, vous pouvez vous inscrire à une newsletter que je poste à peu près tous les mois où vous allez retrouver des podcasts, des articles, des témoignages, des événements. Et puis, si vous sentez que tout seul, toute seule, vous tournez un peu en rond, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Alors, ça peut être avec d'autres services, ça peut être avec moi. J'accompagne des petits groupes, 8 personnes en moyenne. Ça dure 4 mois, c'est formidable. Les places sont limitées parce que j'accompagne des petits groupes. Et donc, les prochains départs, eh bien, c'est décembre avec des séances collectives qui auront lieu à Paris. C'est-à-dire qu'en 4 mois, il faudrait prévoir 4 soirées à Paris pour ceux qui y vivent ou ceux qui n'y vivent pas. Et puis en janvier, pour ceux qui se déplaceraient ou qui vivraient à Bordeaux. Voilà pour ce que je pouvais dire. Merci beaucoup de votre attention. On va aller voir des questions que Camille nous a sélectionnées. Hop là. Est-ce qu'un bilan de compétences a la réponse à cette question, ce qui cloche? Oui, naturellement. Un bon bilan, s'il est bien mené, doit aller jusque-là, en fait. Je regrette qu'en France, le bilan de compétences ait quand même eu des années un peu sombres. Pas d'attaque aux consultants bilan de compétences, mais c'est vrai qu'on était beaucoup dans l'analyse du CV. Alors, j'ai des gens qui me décrivent des bilans où ils ont passé des semaines à décrire leurs expériences, ce que ça signifiait en termes d'activité, ces activités, comment on pouvait les traduire en compétences, ces compétences, comment on pouvait les traduire en savoir-être, en savoir-faire. Et donc, ils ont fait comme ça des tableaux gigantesques sans avoir forcément mis le doigt sur, par exemple, ce qui cloche. Donc, de ce point de vue, ces bilans un peu classiques, je pense qu'ils ne sont pas recommandés. En revanche, un bilan un peu plus holistique, bilan de carrière, bilan de vie, oui, il doit vous aider à répondre à cette question. Je suis en contact avec un conseiller d'évolution professionnelle, j'ai l'impression qu'on a passé trop vite. Ce qui cloche. Ils ne sont en général pas formés à ça et vont assez vite sur les solutions. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Serait-il possible de recevoir le replay? Tout à fait. Et comme vous vous êtes inscrit ce matin, vous le recevrez automatiquement, je crois, dans quelques heures ou demain. Les psychologues du travail peuvent aussi vous accompagner à comprendre ce qui cloche. Aurore, c'est très juste. Les psychologues du travail peuvent complètement mener cette réflexion, vous accompagner dans cette réflexion. Que faire quand on n'a pas cette possibilité de faire des changements temporaires d'environnement? Alors, Lisha, je ne sais pas exactement quelle est votre situation, pourquoi vous considérez que vous n'avez pas cette possibilité. Si c'est dire que vous êtes dans une boîte où on ne vous laissera pas bouger, par exemple, de service, faire de la mobilité interne, ça, je l'entends bien. Ça veut dire que pour vous, cette option-là, vous pouvez l'éliminer et vous attaquer aux autres, en fait. Ça va être un changement transitoire, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, mais qui va consister probablement à faire le même métier ailleurs. Ailleurs, ça veut dire d'autres possibilités, d'autres collègues, d'autres perspectives, d'autres ambiances, et l'occasion de regagner peut-être confiance en vous, d'aller mieux, et donc de construire la suite plus sereinement. Mathieu, perso, j'ai fait un bilan de compétences, m'étant tellement dans la spirale, je suis perdue, perte de confiance, pas de projection. C'est ce qui est terrible, Mathieu, c'est pour ça que je voulais aborder ce thème aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est vraiment un piège infernal, puisque vous n'allez pas bien, vous voulez changer, mais le fait de rester, de prendre trop de temps, vous amène à ne plus pouvoir changer. Puisque pour changer, il faut quand même avoir les idées claires, il faut quand même être optimiste, il faut aller suffisamment bien pour se projeter sur des possibles, avoir confiance en soi pour décrocher son téléphone, aller voir des gens. Ça, n'attendez pas trop. Là, Mathieu, vous dites que vous avez perdu confiance, que vous êtes perdu. Peut-être qu'il faut juste un break. Quand je dis un break, ça peut être quelques jours, quelques semaines. J'ai eu des coachés qui ont retrouvé juste un peu d'oxygène en partant faire une retraite, rando de quelques jours ou autre, qui reviennent avec un nouveau souffle. Ça peut être, si vous avez la possibilité de le faire, d'opter pour un changement très facile à faire, même métier, ailleurs, histoire de changer d'air et peut-être de voir les choses un peu différemment. L'une des grandes difficultés, je trouve, c'est de trouver des bons coachs. Claire. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis très, très critique aussi à l'égard des services qui sont proposés. Je trouve qu'il existe plein de choses et c'est cool, mais la qualité, elle est vraiment variable. Donc, quand vous choisissez un coach, s'il vous plaît, prenez le temps de faire sa connaissance,
Parlez pas aux équipes commerciales ou alors demandez aux commerciaux de vous mettre en relation avec le coach qui vous suivra. Il faut faire sa connaissance, il faut comprendre sa formation, il faut comprendre sa méthodologie. Et puis, il faut avoir un feeling, ça c'est très important. Et puis, n'hésitez pas à demander des références, hein, comme quand on recrute quelqu'un, des anciens clients ou autres. Je trouve que c'est important de faire aussi une sélection avisée. Comme pro de la formation, le bilan de compétences n'est vraiment pas un levier tip-top. Il y a peu d'accompagnement avec des risques très déceptifs. Sylvie, je suis d'accord quand il s'agit de bilan à l'ancienne. Heureusement, il y a des consultants et des coachs en bilan de compétences qui font quand même un travail d'une super qualité. J'en avais rencontré dans le cadre d'une formation que je faisais pour moi, où j'étais apprenante, on va dire, et j'avais été surprise de l'évolution des gens et de leurs pratiques, et ils le reconnaissaient eux-mêmes. Donc, oui, ça peut être déceptif, et j'ai beaucoup de clients, bizarrement, qui viennent faire la banana méthode alors même qu'ils ont déjà fait un bilan de compétences. Au début, je ne comprenais pas, puis après, malheureusement, j'ai compris. Marie-Paul, j'ai 2 bébés en bas âge et j'ai un projet bien avancé pour lequel j'ai obtenu une subvention partielle, mais je n'ai pas de filet de sécurité pour payer mes factures et nourrir mes enfants en attendant que mon projet génère des revenus. Marie-Paul, il faudra entrer dans le détail de votre cas, mais je crois que cette question de la sécurité, du sentiment de sécurité, il est central pour développer un projet. Si vous avez peur de ne pas pouvoir payer vos factures ou de nourrir correctement vos enfants, j'allais dire, tout projet professionnel va devenir un cauchemar. Donc cette question-là, pour moi, c'est une condition sine qua non à obtenir. Vous devez trouver une solution pour être à l'abri matériellement et avancer sereinement. Sinon, ça va être un changement qui va vous mettre en danger. Pour les professions libérales, je ne vais pas entrer dans le détail, mais en fait, il y a énormément de choses qui existent. Dans les dispositifs que j'ai exposés, il y en a beaucoup qui sont valables pour les professions libérales. Donc, ne désespérez pas. La seule limite, c'est évidemment l'allocation de retour à l'emploi. L'allocation de retour à l'emploi pour les professions libérales, ça n'existe pas. Camille, est-ce que le chat avec vos liens sera toujours visible pendant le replay? Non, attention, le chat et tout ça, copier-coller, faites des captures. Non, puisque dans le replay, on n'a pas du tout de visibilité sur le chat et sur le sondage, je crois. Bonjour, je suis psychologue du travail en service de santé au travail. Nous aidons aussi les salariés sur ces démarches avec une assistante sociale et médecin du travail, mais besoin de temps pour accompagner les salariés rencontrés. C'est un maillage de professionnels autour de ce sujet à renforcer. Merci pour ces précisions. Oui, Adesti, tout à fait, c'est un maillage de professionnels qu'il faudrait renforcer. Et les psychologues du travail sont de très bons relais. Combien coûte la formation de décembre? Eh bien, elle coûte 2 300 € TTC pour plus de 24 heures d'accompagnement. Un inventaire de personnalité Processcom, qui est un modèle d'analyse de la personnalité, des comportements, de la communication qui est génial, très, très fort, très puissant. Ça inclut également les bilans que je fais avec vous 6 mois après la fin, 1 an après la fin, pour vous suivre, hein, parce que ça peut être vertigineux de s'arrêter, de quitter le groupe avec son petit projet en main. Et puis, j'allais dire, c'est un bilan qui est à un tarif, oui, raisonnable, mais c'est aussi pour le donner accès à de grand monde, et que vous pouvez financer avec votre compte personnel de formation. Donc, en décembre, c'est ça. En janvier, ce sera toujours le même tarif. Comment convaincre un collaborateur qu'il est sûrement temps qu'il fasse autre chose quand il s'accroche à son poste alors que l'on voit qu'il vit de plus en plus mal son environnement professionnel et qu'il refuse de le voir, de l'admettre? Laetitia, merci pour cette question. Super question, preuve que vous êtes un collaborateur, un manager attentif. Je ne sais pas s'il faut le convaincre, en tout cas, il faut lui en parler. Et moi, ce que j'ai en fait, souvent, ce moment de dialogue n'avait pas lieu. Donc, vous avez un collaborateur qui s'enfonce dans une spirale et vous, en fait, qui ne supportez plus non plus cette situation, qui aimerait faire quelque chose. Mais cet échange n'a pas vraiment lieu, pas de manière claire. Donc, de même qu'il y a des entretiens d'évaluation annuels, je pense qu'un bon entretien ou plusieurs entretiens sur ce sujet, ça peut être une idée. D'en parler vraiment ouvertement, sans dire je veux que tu partes, tu n'as plus ta place, mais dans une posture qui est plus une posture de coach, justement, où en fait vous questionnez comment tu te sens, comment ça se passe, et cette année, vous pouvez remarquer que vous observez une dégradation de son état, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider. Parfois, juste de l'amener à réfléchir à tout ça, eh bien, il ou elle arrivera de lui-même à cette conclusion qu'il est peut-être temps de partir.
Merci Camille pour cette sélection de questions. J'oublie rien. J'ai un peu débordé, je m'excuse pour ceux qui devaient filer à 12h15. Évidemment, vous pouvez retrouver la totalité de ce webinaire en replay. Vous êtes inscrit, donc je pense que vous recevrez automatiquement un email de Webikeo avec le lien. Sinon, c'est un replay que je chargerai, comme tous les autres, sur la chaîne YouTube de Banana Méthode. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Et puis, pour ne rien louper, franchement, abonnez-vous au Banana News, hein, notre newsletter. On l'envoie, je vous dis, une fois par mois maximum. Donc, vous ne serez pas assaillis d'emails. Mais vous retrouverez, je pense, des choses tout à fait pertinentes quand on est en pleine réflexion, quand on envisage de changer de travail. Merci à tous pour votre participation, vos commentaires, vos réactions que je suis en train de lire. Merci à tous ceux, celles qui ont apporté de l'information complémentaire parce qu'ils sont psychologues du travail, dans les ressources humaines ou qu'ils ont eu une expérience intéressante à partager. C'est super chouette. C'est bien timing. Allez, je vais clore ce live. À très bientôt pour un nouveau sujet, de nouveaux outils et j'espère toujours de la matière à réfléchir. Et puis, belle bifurcation si vous êtes en plein dedans. À très bientôt.